Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK, the nation that has more tech unicorns than France, Germany, and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk/great talent to see how you can work, live, and move to the UK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un livre avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Hubert Védrine. Bonjour Monsieur Védrine. Bonjour. Hubert Védrine, vous êtes haut fonctionnaire, homme politique. Vous avez notamment été conseiller diplomatique auprès de François Mitterrand, puis secrétaire général de l'Élysée, avant de devenir ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Lionel Jospin. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour votre essai « Camus, notre rempart », publié aux éditions Plomb. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, Camus, notre rempart est un essai autobiographique. Vous y décrivez votre rapport et votre admiration à l'égard d'Albert Camus, tout en analysant et en détaillant les grandes lignes de son œuvre et de ses engagements. Camus, notre rempart, fait l'exercice philosophique et poétique aussi, parfois je trouve, de poser un regard camusien sur les enjeux politiques et diplomatiques du monde actuel. L'essai met également en lumière l'éthique de vie incarnée par Camus, moins fondée sur la morale que sur la droiture, et détaille comment celle-ci peut encore, je vous cite, nous protéger des temps sans esprit. Alors, Hubert Védrine, pour commencer, qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de cet essai sur Albert Camus ? Ce n'est pas une autobiographie en général. Il y a beaucoup d'aspects de ma vie dont je ne parle pas du tout dans cet essai. Mais c'est une passion. Je reviens d'une passion d'adolescence. J'ai découvert Camus, j'étais tout à fait jeune, avant sa mort. Parce qu'après le prix Nobel, il y a eu un disque formidable dont je parle, dans lequel on entendait la voix de Camus, de Reggiani, d'autres, d'Alain Cuny, de Maria Cazares, dans différentes... Et il y avait plusieurs extraits de l'étranger, du malentendu. Et j'étais passionné par ça, très jeune. Je connaissais 20 à 30 pages par cœur de Camus, mais je ne suis pas entré dans le Camus philosophe, l'homme révolté, le mythe de Sisyphe que j'ai découvert après, mais par la beauté formidable des mots et des images de noces, l'été et l'étranger, même si le sujet est triste. Donc c'est une passion d'adolescence qui a éclairé beaucoup ma vie. Et après, la vie a fait de moi un être de pouvoir, si je résume. C'est la moitié de ma vie dans le pouvoir ou avec des gens de pouvoir. Ça. Donc ces dernières années, j'ai voulu revenir à Camus. J'ai tout relu de lui et sur lui. Il y a énormément de choses sur lui, donc c'est pas prétentieux mon essai. C'est pas une biographie, c'est pas un essai, c'est pas un essai théorique. Donc c'est l'histoire de cette passion et j'y reviens en essayant de mettre en évidence ce que ça représente pour moi aujourd'hui, depuis le monde de 2023, 24, 25. C'est ça, c'est l'itinéraire c'est un peu introspectif. Et c'est un peu, donc c'est très personnel, et c'est une sorte de retrouvaille. En quoi Albert Camus est-il un rempart ? Et contre quoi est-il un rempart ? C'est la conclusion de l'essai. Je dois dire que le mot rempart que j'ai totalement adopté est issu d'un échange entre mon éditeur Jean-Luc Barré et moi-même. C'est un très beau thème, parce que ça renvoie à Camus, rempart contre une sorte d'océan de violence, d'imbécilité, de sectarisme, d'impossibilité à discuter ou à échanger. Ça renvoie à l'époque d'après-guerre, quand il est lui-même en liaison avec toute sa formation de philosophe, mais en opposition avec les progressistes de l'époque. Avec Sartre notamment. Notamment Sartre. On va en parler. Qui n'admettait pas qu'on puisse critiquer l'Union soviétique, alors qu'on est encore sous Staline. On n'est même pas dans l'URSS d'après, de Khrouchtchev ou de Brejnev. On est sous Staline. Et il y a un clivage sur le fait de savoir s'il faut dénoncer ou non les camps, ce qu'on appellera le goulag après, mais Solzhenitsyn, c'est longtemps après. Et Camus résiste à ça. Il est pour le progrès en général, mais il n'est pas progressiste au sens sectaire. Et donc j'ai trouvé admirable en relisant, je savais un peu tout ça bien sûr, en relisant la façon dont il est seul défendu que par René Char, que j'ai connu par ailleurs, c'est une de mes motivations pour écrire ça. Et il est soutenu par Romain Gary, quelques amis, et il a l'ensemble des intellectuels ou des médias du Paris des années 45-55, vous voyez. Donc je le trouve admirable. C'est ce que je pensais avant. Mais en ayant tout relu, je l'ai trouvé encore plus magnifique. Donc c'est un rempart. Et il combat les excès, il défend l'équilibre,
Il défend la juste mesure des idées, le choix des mots. C'est lui qui a dit, on le répète sans arrêt, alors il est pillé par tout le monde qui le cite. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc je l'ai trouvé admirable. Je n'avais pas l'idée en démarrant. J'avais envie de raconter cet itinéraire, cette descente introspective et ses retrouvailles. Et en relisant, j'étais frappé par ça. D'où l'idée qu'il pourrait être un rempart parmi d'autres, parce que les remparts, ça se contourne malheureusement. Et dans l'époque où nous vivons, et c'est devenu extrêmement difficile d'avoir des conversations, d'avoir des échanges, d'avoir des controverses au sens noble. Controverse de Valladolid, oui, ce genre de truc. Je trouve magnifique. Donc je le rehausse encore plus que dans mes souvenirs. Et c'est un vrai phare, je trouve. C'est un rempart, un phare. C'est une source pure. Mais justement, dans l'essai, vous plantez le décor de la scène intellectuelle de l'époque. Dans ce cadre, vous évoquez à plusieurs reprises le conflit idéologique entre Sartre et Camus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail le point de départ et le cœur du conflit qui les anime ? Si on résumait, on dirait que les progressistes en général, dont Sartre est la figure de proue parce qu'il est brillantissime, il a une écriture extraordinaire, notamment dans Les mots, qui est son ouvrage le moins philosophique, mais dans la bataille de l'époque avec le journal Les Temps modernes, ils sont complètement alignés sur l'Union soviétique. C'est un combat à mort entre ils disent pas l'Occident à l'époque, ils disent le capitalisme ou les Américains et l'Union soviétique. Et donc on n'a pas le droit de critiquer l'Union soviétique, même s'il y a des courants minoritaires qui depuis longtemps, d'ailleurs déjà au début sous Lénine, mais là on est après la Deuxième Guerre mondiale, la moindre critique, c'est pas possible parce qu'on va, selon l'expression de l'époque, désespérer Billancourt. C'est-à-dire, on va accabler, on va désespérer les gens qui votent communiste parce qu'ils croient dans le communisme et dans un avenir meilleur grâce à l'homme nouveau fabriqué par le système soviétique. Et Camus dit, il n'est pas de contre en bloc, d'autant qu'il a fait quand il était journaliste, il a eu des positions très, très courageuses, très combatives, très sociales. Sa série, quand il était encore en Algérie, sur la misère affreuse en Kabylie, est restée dans les mémoires, par exemple. Donc il n'est pas réac, si on prend le langage courant, contemporain dans la neuve-langue, vous voyez. Oui, pas mais du il est tout. contre la terreur. Il est contre la terreur. On ne franchit pas une certaine étape. Et d'ailleurs, dans Les Justes, dans sa pièce, on voit que un des anarchistes russes renonce à lancer sa bombe contre le grand-duc parce que dans la voiture, il y a des enfants. Finalement, il lancera sa bombe plus tard dans l'histoire, mais dans la pièce, non. Donc, on ne franchit pas. Et on a le droit de critiquer l'URSS. On a le droit de ne pas être aveuglement progressiste. Il dit d'ailleurs, je ne crois pas assez au progrès ni à la raison pour adopter tout ça aveuglément. Et donc, ce qui apparaît... Ça ne paraît pas extraordinaire de dire ça aujourd'hui, ça paraît peut-être même pas incroyablement courageux, ça l'est à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y a l'équivalent de la cancel culture d'aujourd'hui. Donc il y a des pensées qui sont interdites. Interdites. Je le répète, on est encore sous Staline. Ouais. Avec un parti communiste très, 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 très puissant, comme il le sera pendant des décennies, aligné sur Staline. Ce n'est pas simplement des gens qui ont une vision social-démocrate, une politique de gauche pour augmenter les salaires. On n'est pas du tout dans ce monde-là, hein. Pas du tout. Et donc je trouve que Camus, seul, presque seul, la façon de résister, de dire non, on ne peut pas, ça ne justifie pas le meurtre. Et justement, je me demandais s'il n'y avait pas de la part de Sartre une forme de mépris de classe à l'égard d'Albert Camus. De classe, pas vraiment au sens... disons, trop fermé du terme. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'arrogance, parce que Camus n'est pas agrégé de philosophie. Bon, il n'y a pas que Sartre, Aron, qui est un esprit supérieur et qui voit les choses d'un peu haut, a également le même sentiment que Camus. Ce Camus, pas mal. Mais enfin, c'est quand même pas la même catégorie. Mais Aron n'est pas du tout sur les mêmes lignes que Sartre, naturellement. Bien sûr que non. Et donc, ça peut jouer. Après tout, Camus est un boursier. Il a eu une bourse parce qu'il a eu un instituteur prodigieux, qui s'appelle Louis Germain, dont je parle dans le livre, je ne suis pas le premier à en parler, puis il y a eu des livres merveilleux. C'est l'homme qui détecte chez ce jeune garçon un don, un talent, un désir d'apprendre. Mais il est d'une famille quasiment analphabète. Sa mère et sa grand-mère parlent quasiment pas. Enfin, sa mère parle pas. Et la grand-mère, elle parle pas elle est originaire de Minorque, elle parle une espèce de mélange de langues. Et donc, c'est une famille où on a besoin que Albert aille travailler vite, quoi.
Mais d'ailleurs, vous l'écrivez, Camus évoque sobrement sa honte au contact de ses camarades de lycée bourgeois et plus bouleversant, la honte d'avoir eu honte. Oui, parce que quand il a la bourse finalement, l'instituteur est génial, il arrive à faire céder la grand-mère, inflexible et farouche, assez dur en même temps. Vraiment, c'est une paysanne dure. Hein. Et il arrive à la faire céder, donc Albert se retrouve au lycée, et il découvre des camarades qui sont des bourgeois en fait. Et le décalage est tel, on l'imagine, la façon de parler, il devait parler le Algérois de la rue, quoi, vous voyez. Le décalage dans l'habillement, dans le mode de vie, etc. Il a honte. Et il écrit après, ça, je trouve ça très émouvant, qu'il a eu honte d'avoir eu honte. Il n'aura plus jamais honte. Il comprend quand il faudra débattre de sa mère et quand il en parlera à l'occasion du prix Nobel. Et justement, est-ce qu'avoir été un transfuge de classe, ça a influencé son œuvre ? C'est pas un transfuge, c'est le système républicain à la française. Oui, mais c'est élevé. C'est la méritocratie à la française. C'est un système dans lequel Georges Pompidou, petit-fils d'agriculteur, pouvait devenir président de la République. Vous pensez que c'est plus le cas aujourd'hui ? Toute proportion gardée, c'est l'instituteur de la Troisième République. Le fait que ça se passe en Algérie est secondaire, en fait. Donc c'est pas un transfuge comme quelqu'un qui aurait fui sa classe. Non, mais il l'a quitté pour aller dans une classe. Oui, mais il ne le vit pas comme ça. On m'a arraché un. C'est pas un transfuge qui aurait honte. Simplement, ça l'a changé de monde. Il a voulu rester fidèle tout le temps, jusqu'à la fin de sa vie. Il le revendique d'une manière ou d'une autre parce qu'il dit que cet état, à mi-distance de la misère et du soleil, lui a permis de vivre dans l'admiration de ce paradis terrestre. Et vous insistez sur cette phrase et suggérez aux lecteurs d'aujourd'hui, de 2024, de bien s'en souvenir. Qu'est-ce que cette phrase, elle évoque pour vous ? La combinaison de la misère et du soleil est difficile à imaginer. Parce que la misère, c'est noir, vous voyez. C'est des cheminées, c'est la chuine, du charbon, tout ça. On pense aux villes ouvrières, les grandes villes, les taudis, le Nord, tout ça. Donc il mélange les deux. Et il dit que ça l'a protégé. D'ailleurs, Sartre est affreux quand il polémique avec Camus. Il se peut que vous ayez été pauvre, mais vous ne l'êtes plus. Parce que Camus lui dit, je n'accepte pas qu'on parle de la misère sans être en connaissance de cause. Ouais, c'est ça. Nous sommes quelques-uns à parler de la misère supporter. En connaissance de cause. Ouais. Et Sartre lui dit, il se peut que vous ayez été pauvre, enfin, vous ne l'êtes plus. Donc ça rejoint votre question sur l'aspect classe. Mais ce n'est pas tellement bourgeoisie, prolétariat, c'est Sartre qui est agrégé, et Camus qui est un boursier. Vous évoquez également la publication d'une lettre portant sur le rapport entre journalisme et grand lectorat. Et je précise que Camus pensait que la presse était là pour éclairer le grand public. Comment ce rapport entre journalisme et grand lectorat a-t-il évolué depuis la publication de cette lettre ? Et quel est votre regard aujourd'hui à vous sur le rapport entre journaliste et grand lectorat ? Ça n'a plus aucun rapport. Hein. C'est tellement différent que... Comment vous pouvez définir cette différence ? À l'époque, Camus disait comme Beuve-Méry, d'ailleurs le créateur du Monde, disait qu'il y avait un rôle d'éducation, mais pas au sens partisan. C'est pas des organes doctrinaux, c'est pas le bulletin du parti, vous voyez, c'est autre chose. Et donc, il y a une volonté de pédagogie. Il suffit de regarder une vieille émission de l'ORTF, ce qui paraît préhistorique. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une émission de découverte à l'époque, ou les grandes émissions 5 colonnes à la une, ou les grandes émissions historiques. On voit bien qu'on est dans un autre monde. Donc, les médias d'aujourd'hui, à part des tas de petites niches extrêmement sympathiques, et en dehors de talents variés qui sont répartis dans le système, et le système en tant que tel, c'est une branche du système économique. Donc c'est un système de compétition, c'est un système d'audimat, c'est un système fondé sur les grandes masses. Il faut trouver des termes, des mots, des images qui accrochent et qui entraînent le fameux grand public. Donc la vision de Camus Beuve-Méry, elle est émouvante, sympathique, mais elle vient c'est la lumière qui vient d'une étoile éteinte. Mais d'ailleurs, justement, vous qualifiez cette lettre d'anti-manichéenne. Pensez-vous que dans notre société ultra médiatisée, c'est ce qui manque le plus, l'anti-manichéisme aujourd'hui ? Le manichéisme est plus ou moins fort selon les époques. Alors, l'Occident est manichéen fondamentalement. Il ne faut pas oublier, même si beaucoup de gens sont mal à l'aise avec cette évidence historique, que l'Occident est issu de la chrétienté. Bon, qu'est devenu l'Occident ? Il y a le fond judéo-chrétien ou chrétien, comme on veut, et les Lumières. Donc après, on a défini les Lumières toujours dans un esprit prosélyte. Nous sommes universalistes, ça veut dire que nous, on se projette sur l'univers. Ça ne veut pas dire que l'univers doit se projeter sur nous. Vous voyez, c'est différent.
Donc c'est comme ça, mais dès lors qu'on est sûr d'avoir trouvé la vérité, comme dans les religions révélées, il y a la vraie religion et l'erreur, l'hérésie. Mais dans les civilisations contemporaines, c'est un peu le cas aussi. Même en Occident, c'était le cas du marxisme. Soit on a accepté la révélation marxiste, tendance Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao, etc., où on est dans l'erreur. Donc il y a quand même une tendance manichéenne qui n'a rien à voir avec l'Empire romain, qui acceptait tous les dieux, y compris le dieu inconnu. Donc il y avait une sorte d'ouverture, tout était possible, et on distinguait tout à fait ce qu'il y a d'ailleurs dans l'Évangile, ce qui fait que c'est différent de toutes les autres religions révélées, rendez à César ce qu'est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc l'Occident n'est pas ça paraît étrange de parler de ça en 2024. Et aujourd'hui, comment... Mais l'Occident est un peu comme ça. L'Occident pense avoir raison. Sauf que si on fait une minute de géopolitique, quand, après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, qui est une invasion incontestable, aux Nations Unies, qui ne sont pas unies par ailleurs, c'est un détail, il y a eu un vote. 120 ou 130 pays ont condamné l'attaque russe, normale, mais 40 pays, représentant les 2 tiers de l'humanité, n'ont pas voulu prendre parti. Non pas qu'ils aiment la guerre, ni Poutine, ça les gêne, mais ils ne veulent pas être dans notre camp automatiquement. Si vous prenez les horreurs du Hamas puis de Gaza, vous avez un bloc occidental qui, en gros, rejette disons, sympathie absolue, voire plus soutien aux Israéliens et aux Juifs du monde entier. Vous avez un monde musulman, avec des tas de nuances, il y a des camps de la paix, mais enfin, ça, c'est des nuances. Vous avez un monde musulman, quand même, 1,4 milliard. Tout le monde n'est pas pour les actes de terrorisme. Enfin, en gros, la majorité, c'est de dire c'est horrible, mais c'est une résistance inévitable, c'est des actes de guerre, Et vous avez presque un tiers de l'humanité qui est en Asie, qui s'en désintéresse. Donc vous voyez bien qu'on est, selon les cas, il y a un mélange de manichéisme ou alors d'éclatement. Est-ce que le monde est plus complexe qu'à la fin des années 90 et des débuts des années 2000 ? Le monde est en tout cas plus complexe qu'à l'époque de Camus, où il y a la guerre froide. Enfin, avant la guerre, c'est clair. Il faut battre Hitler, il n'y a pas de doute. Et après, il y a la guerre froide, mais il y a l'Est, l'Ouest et le Sud. C'est relativement plus simple. Après, il y a une trentaine d'années de croyances émouvantes, mais infondées, notamment chez les Européens, que j'ai souvent qualifiés de bisounours dans le monde de Jurassic Park. Ils croient dans la communauté internationale. Il n'y en a pas, comme on vient de le voir avec l'éclatement des réactions sur les grands événements d'un récent. Et puis les États-Unis ont dit on a gagné, terminé, l'histoire est finie, on est les numéros 1. Mais comme c'est pas vrai, pas entièrement vrai, les États-Unis restent numéro 1, mais le monde est assez éclaté. La mondialisation continue, mais fragmentée. Alors vous avez Occident, et encore peut-être pas mélangé États-Unis-Europe, contre la Russie. Il y a aussi le bras de fer Chine-États-Unis. Le fameux Sud global, mais qui est assez éclaté aussi. Donc, vous voyez, Inde, Chine, ils ne sont pas sur la même ligne. Il y a en Afrique, il y a énormément de lignes différentes. Je ne parle même pas du Proche-Orient, donc c'est beaucoup plus compliqué, en fait. C'est plus compliqué, mais toutes les hypothèses dans mes descriptions, qui sont peu réjouissantes, mais je crois réalistes, n'ont rien à voir avec la communauté internationale. Donc, on en est loin. Mais le challenge, c'est quand même que ce que Camus a réussi à dire avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre, au pire moment où c'était presque impossible de parler dans Paris, sauf ça se faire canceller, comme on dirait aujourd'hui. Ce qu'il a réussi à dire, c'est tellement fort, c'est tellement juste, c'est adapté à un contexte, mais il y a une telle pureté dans les mots exacts et justes et dans la force éthique qu'à mon avis, on peut s'en inspirer encore aujourd'hui. Mais justement, vous dites que Camus était était partie prenante d'un certain pacifisme. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la paix en Europe et l'assurance de la sécurité européenne ? Oui, mais ça n'a rien à voir avec Camus. On est trop loin. C'est pas le sujet. La sécurité en Europe, après la guerre, la paix a été rétablie par l'URSS et par les États-Unis. Après, les Européens ont supplié les Américains de les protéger. C'est l'Alliance Atlantique. Et là, on est dans une perspective tout à fait nouvelle où les Européens avaient oublié qu'ils n'étaient pas dans un monde en paix perpétuelle. Donc, ils ont retrouvé l'esprit de défense, mais dans l'Alliance. Et on ne sait pas, au jour où nous parlons, on ne sait pas du tout si Trump sera élu ou pas, c'est possible, et s'il appliquera son programme, qui est de dire aux Européens, maintenant débrouillez-vous, moi je m'occupe de la Chine. Si c'est le cas, on ne sait pas du tout comment ça va tourner. Mais ça n'a rien à voir
c'est des sujets importants, monsieur. Mais ça n'a rien à voir avec les questions que Camus avait affrontées. Mais comme les grands penseurs, les grands moralistes de l'école française non idéologique, c'est ce qui est Camus. Il y a toujours quelque chose de fort quand on les relit qui vous saisit. Mais là, ça, c'est vrai, cette phrase. Ça décrit ce que je ressens aujourd'hui, quels que soient les contextes. Donc il y a une actualité enfin, c'est ma conclusion, sinon je ne dirais pas qu'il est un rempart contre l'imbécilité et le fanatisme. Hein. C'est ma conclusion. Je dirais des choses fortes qui cheminent jusqu'à nous. Comment caractérisez-vous la différence entre morale et moralisme ? La morale, c'est un... Bon, sujet classique de philosophie. La morale, c'est peut-être un comportement personnel. Le moralisme, c'est un prosélytisme. Et dans le cadre d'une fonction diplomatique ? Oui, on voit bien la différence, parce que comme l'Occident pense vouloir imposer ses valeurs aux autres, il pense que c'est sa mission, son rôle, aller évangéliser toutes les nations. C'est Saint Paul. Donc n'importe quel militant sincère désintéressé d'une ONG européenne descend un peu de Saint Paul. Il ne le sait pas, mais c'est un peu comme ça. On veut évangéliser, on veut démocratiser, on veut libérer, on veut droit de l'homiser. C'est la même démarche prosélyte. Jamais un penseur chinois dit ça, par exemple. On a ça chez les musulmans. L'islam est en phase plus ou moins offensive selon les moments. Mais donc la question entre morale, c'est une question d'éthique, de comportement personnel. Le moralisme, c'est une politique. C'est une politique, c'est une stratégie, c'est une ambition, etc. Mais après, en matière de morale, on retombe tout de suite sur la distinction classique. Il y a l'éthique de responsabilité. Donc je suis comptable de ce que je dis. Et moi, je décris ça, même pas là, mais ailleurs. Quand on devient conseiller d'un président, on ne peut pas lui dire n'importe quoi. Et si jamais je suis votre idée, vous êtes un peu responsable de la suite. Donc il y a l'éthique de responsable. Je suis responsable des conséquences de ce que je dis. Et il y a l'éthique de conviction qui est tout à fait différente, en disant, moi, je dis ce que je ressens. Tout à l'heure, vous évoquiez cette citation très connue de Camus qui dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Quand on vous lit, on comprend qu'il y a certaines formules contemporaines qui vous agacent un peu ou vous déplaisent. Je pense notamment au vivre ensemble, à faire société, à l'usage du mot territoire au lieu de province. Pourquoi ces termes sont-ils gênants et en quoi ajoutent-ils au malheur du monde ? D'abord, j'aime bien la formule de Camus, qui est un de mes guides. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, qui existe déjà avant dans la formule de Camus. Le monde est déjà assez malheureux. Après, ça dépend des formules. Il y a des formules que je conteste, mais qui ne sont pas dangereuses. Quand je dis il n'y a pas de communauté internationale. La plupart des gens ne se sentent pas en communauté, qui est un terme chaleureux, avec Poutine ou avec les islamistes. Bon, voilà. Donc c'est un mot inexact. Vous voyez, quand je plaisante de façon ironique en disant que les Nations Unies, les nations ne sont pas unies, il suffit de voir les votes. Bon, je le dis au passage, c'est parce que pourquoi je fais ça ? Je pense que la France est un pays, c'est mon pays, j'adore la culture française, l'histoire de la France, tout ce qu'on veut, mais c'est un pays chimérique. C'est un pays un peu excité, un peu grandiloquent. Tocqueville le disait très bien, les Français adorent les idées, mais ils ne s'intéressent pas aux faits. Donc c'est un pays potentiellement idéologique, déjà. Et moi, je ne suis pas de cette famille-là. Je suis plutôt famille Tocqueville par rapport à ça. Donc je trouve ça bien de chercher les mots exacts. Après, il y en a qui sont inexacts, trompeurs, dangereux. Vous voyez, c'est pas les mêmes familles. Donc je relève comme ça au passage. Et après, j'aime pas les slogans. Par exemple, ces valeurs qui sont les nôtres. Je l'écris en un seul mot d'ailleurs. Ces valeurs qui sont les nôtres. Bon, oui, d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les imposer au monde entier ? Ben oui, on y croit. C'est la meilleure civilisation qu'on ait jamais vue. Les droits, autrefois l'évangélisation, maintenant c'est les droits de l'homme. Bon, mais si les autres n'en veulent pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va les sermonner, on le fait toute la journée, les sanctionner. C'est plus contestable, les bombarder, il ne faudrait pas. Là, je reviens sur le terrain, disons, géopolitique de la relation entre l'Occident d'aujourd'hui et les autres. Les autres. Or, comme l'a dit le titre d'un ancien grand diplomate et Sherpa, Maurice Gourdeau-Montagne, les autres ne pensent pas comme nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on a une pensée religieuse qui s'est transférée sur notre civilisation, c'est des hérétiques. Et là, on retombe sur Jules Ferry qui dit les races, il disait race, c'est banal le terme à l'époque, si on peut dire civilisation, comme on veut. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester comme des égoïstes avec nos valeurs supérieures.
On ne peut pas les en priver. Bon, ben on tombe sur un monde extérieur qui dit « Ok, non merci, on a nos propres valeurs, notre propre histoire ». Vous voyez, ça c'est un débat qui sous-tend toutes les politiques étrangères des pays occidentaux, notamment les plus portés à la mission universelle, c'est-à-dire les États-Unis et la France. Avant de passer aux 2 questions qui concluent toujours le podcast, j'aimerais lire quelques mots de Camus issus du discours de Suède avec lesquels vous clôturez votre essai. « Chaque génération, sans doute, se voit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Pensez-vous que notre génération arrivera à faire en sorte que le monde ne se défasse pas ? Alors j'aime beaucoup cette phrase. De toute façon, j'adore la langue de Camus. Et quand il parle de ça, on est en 57, et il y a la peur de la guerre atomique. Donc il pense à ça. Mais je me suis dit, en lisant ça, moi, ça me fait penser au monde d'aujourd'hui sous langue écologique. Alors peut-être que je le tire trop loin, peut-être que des Camusiens plus érudits que moi vont dire c'est pas sa vraie vision, peut-être que les écologistes vont dire il mélange tout. Bon, en tout cas, ma vision à moi, c'est qu'aujourd'hui, il dirait ça sur l'avenir du monde. Car nous sommes entrés dans une course de vitesse. En fait, il y a un compte à rebours, course de vitesse entre la détérioration des conditions de vie sur la planète, effondrement de la biodiversité, un réchauffement climatique qui s'accélère, et ce qu'on pourrait appeler l'écologisation de tout. Quand je dis écologisation, c'est pour que les gens pensent industrialisation, donc processus. Il n'y a pas d'un côté l'écologie qui est bonne et tout le reste qui est méchant. C'est un processus qui est d'ailleurs engagé à peu près partout. Est-ce que ça va aller assez vite ? Ça, c'est la question. Donc voilà en quoi ça me paraît d'actualité. Donc des générations qui doivent se concentrer sur préserver l'habitabilité de la planète. Pas la planète. S'il n'y a que des insectes sur la planète, c'est pas formidable pour nous. Donc l'habitabilité. Mais c'est du travail il y a une partie adaptation, engagée par toutes les sociétés avec les tracas que ça représente, il y en a pour plusieurs décennies. Hein. Et il y a un énorme volet invention et scientifique. Il n'y a pas tellement besoin de manif, en fait. Il y a besoin d'inventions géantes pour qu'on arrive un jour à la fusion nucléaire, qu'on arrive à des batteries fabriquées de façon écologique. Il y a un énorme volet. Et les États-Unis sont très là-dessus. La Chine aussi. Beaucoup de pays du Sud. Et les Européens sont plus sur le côté, même pas tellement adaptation, mais lamentation sur les difficultés de l'adaptation. Donc j'essaie de tirer de ce paragraphe formidable que vous avez cité du discours de Suède, chaque génération. C'était ma dernière page. C'est avant d'arriver au Camus le rempart, vous voyez. Pour finir, 2 questions. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait caractériser l'œuvre d'Albert Camus ? Je suis désolé, mais non. D'accord. Je vais enlever ça. Il n'y en a aucune. Je ne sais pas où mettre Charles Trenet, non. Et pour finir, un titre d'ouvrage qui vous a marqué ? Il y a un livre que j'ai adoré, de Gabriel Garcia Marquez, « 100 ans de solitude ». Pourtant, c'est l'inverse exact de Camus dans l'écriture. Autant Camus est dépouillé, pur, jusqu'au classicisme, sans que ce soit jamais froid. Mais il n'y a pas un mot de trop, il n'y a pas un mot à enlever, pas un mot à rajouter. Formidable. Dans Garcia Marquez, on est dans la jungle des mots, dans un monde baroque. C'est absolument sublime. Donc j'étais emporté par ça, mais je suis un être de contraste, comme beaucoup de gens. Donc j'ai adoré ça, Garcia Marquez. J'ai même écrit un arbre généalogique, parce que ça raconte la famille Aureliano Buenda. Il y en a plein de branches, on s'y perd un peu. Donc j'avais écrit ça. Et par un hasard extraordinaire, quand François Mitterrand a été élu, j'étais au déjeuner à l'entrée à l'Élysée, je suis devenu conseiller à 34 ans. Voilà. Il y avait Garcia Marquez, qui d'ailleurs avait un appartement à Paris, il y a une plaque rue du Bac, montrant il est venu pendant 20 ou 30 ans à Paris. Il était là. Régis Debray me dit, il sera là. Je suis arrivé avec mon livre, avec l'arbre généalogique. Alors il a éclaté de rire, il m'a dit, c'est génial, parce que moi-même je m'y perds. C'est très drôle. Donc il a pris une copie de l'arbre, puis il l'a signé. Voilà un grand livre, un moment de ma vie, et qui c'est pas le contraire de Camus, mais c'est un autre monde. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre essai Camus, notre rempart est publié aux éditions Plomb. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Dori Shafrir, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.